Tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette session de questions-réponses dédiée au palopec teriparatide, plus connu sous le nom de Yorvipath. C'est un nouveau traitement pour l'hypoparathyroïdie. Avant de commencer, je remercie chaleureusement nos médecins invités pour leur présence, malgré des plannings contraints. Ils ont accepté de partager leur expertise et de répondre à vos questions, et nous leur en sommes reconnaissants. Nous avions invité également des médecins d'autres centres experts qui n'ont pas pu se libérer, comme Dr Figuer, Dr Gander, Dr Berthois. Cette visioconférence a pour but de répondre à des questions d'ordre général et nous espérons qu'elle sera une ressource précieuse pour tous les patients concernés. Elle vous permettra ensuite de mieux comprendre ce nouveau traitement et de faire des choix éclairés pour votre santé. Nous allons présenter les intervenants de cette session. Donc, concernant l'association Hypoparathyroïdisme France, sommes présents Delphine Bessoni, qui est coprésidente avec moi-même, Christelle Niederkorn, Johanna Mara, vice-présidente de l'association, et Florence Urbain, secrétaire. Concernant les médecins experts, nous avons l'honneur d'accueillir les professeurs Pascal Houillet et les docteurs Jean-Philippe Bertocchio et Élise Bouderlic. Merci à tous pour votre participation et nous allons procéder aux questions. Je passe la parole à Delphine. Alors, bonjour à tous. On va commencer maintenant sur la présentation du Yorvipath. Qu'est-ce que le Yorvipath et comment ça fonctionne? Bonjour, donc le Yorvipath, c'est une nouvelle molécule qui est constituée à partir du teriparatide, qui est encapsulé dans une espèce de boîte et qui va être dans l'organisme après administration, libéré progressivement au cours du temps dans l'organisme des patients. Est-ce que je peux vous demander à qui est destiné ce traitement? Oui, donc ce traitement est destiné aux patients atteints d'hypoparathyroïdie et qui sont insuffisamment contrôlés sous le traitement conventionnel qui associe des sels actifs de vitamine D et des sels de calcium. Si je devais vous demander les avantages du Yorvipath par rapport au traitement existant? Alors, le principal avantage du Yorvipath par rapport au traitement existant, c'est son mode de libération qui va lui permettre une durée d'action beaucoup plus prolongée et une libération dans le temps plus longue qui permettra un équilibre plus constant dans le temps. Ok, du coup, si j'écoute bien ce que vous dites, docteur, le Yorvipath reste plus longtemps dans le corps. On peut évaluer à combien de temps il reste après administration? Alors, le Yorvipath a une demi-vie, donc une durée d'action et d'élimination d'environ 60 heures, ce qui nous permet d'estimer que son temps d'équilibre dans le sang sera initialement d'environ 1 semaine et plus de manière prolongée une fois que l'équilibre sera complètement atteint. Ok. Est-ce que ce médicament, Yorvipath, a été testé sur des populations spécifiques comme les enfants ou les femmes enceintes, par exemple? Non, pas du tout. Le Yorvipath a été testé pour l'instant chez des patients adultes de plus de 18 ans et sans population à risque. Ok. Et la dernière question sur la question de la présentation, est-ce qu'il y a un âge limite pour en bénéficier? Du 18 ans, enfin, si je disais en norme basse, mais en norme haute, il y a une date, enfin une date. Alors, en effet, une norme basse de 18 ans puisque c'est les critères d'études dans les études et pas de norme haute, pas de limite supérieure pour en bénéficier. Très bien. On va passer à l'item suivant. Florence, je te laisse la parole. Oui, merci. Quand on voulait savoir un petit peu plus sur les conditions d'éligibilité et de prescription en fait, du Yorvipath, et déjà savoir qui peut prescrire le Yorvipath. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est un médecin, mais ce n'est pas n'importe quel médecin. La prescription, pour l'instant, est réservée à 3 spécialités, les endocrinologues, diabétologues, nutritionnistes, c'est une spécialité, les néphrologues et les rhumatologues, et en milieu hospitalier.
Donc, votre médecin généraliste n'a pas accès à la prescription, votre endocrinologue de ville, probablement pas vraiment non plus, pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a aussi des analyses ou des examens à effectuer avant de recevoir le Yorvipath, de bénéficier de ce traitement? Alors d'abord, faut être certain qu'on est dans le domaine d'application, donc il s'agit bien d'une hypoparathyroïdie qu'on veut traiter, et pas, d'autres causes d'hypocalcémie. Il n'y a pas énormément d'examens, supplémentaires, on va dire obligatoires ou recommandés, mais il est bienvenu d'avoir une valeur de calcémie et une évaluation du capital en vitamine D, donc une mesure de la 25-hydroxyvitamine D qui soit réalisée, peu de temps avant la mise en route du traitement, typiquement 2 semaines ou 3 semaines avant. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'hospitalisation. Est-ce qu'il faut être suivi dans un centre spécialisé pour pouvoir bénéficier du Yorvipath? Alors, c'est pas une règle intangible, mais en pratique, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que la mise en route de traitement, va être faite par des médecins qui ont déjà l'habitude de prendre en charge des patients qui ont une hypoparathyroïdie, qui pour, un bon nombre d'entre eux, vont avoir, l'expérience de l'utilisation du tériparatide et en fait, ces gens-là, on les retrouve dans les centres de compétences et dans les centres les centres de référence. Donc il n'y a pas d'exclusivité, mais en pratique, c'est quand même eux qui vont, mettre en route les traitements. Donc, ce sont eux qui vont mettre en route le traitement et ça veut dire qu'après, pour le suivi, il y aura besoin de médecins habilités également? Bah, en fait, c'est aussi ce qui se passe parce que, quand on met en route un traitement d'hypoparathyroïdie, il est quand même de bon ton de suivre un peu ce qu'on fait. Alors le suivi peut être partagé, bien entendu, avec le médecin traitant, avec, les praticiens de ville et de proximité. Ça, c'est déjà ce qui se passe et il y a vraiment aucun problème pour continuer comme ça. Mais le médecin prescripteur va continuer, à être partie intégrante du suivi. D'accord. Et quand on commence le traitement, il faudra être hospitalisé? Alors l'hospitalisation n'est pas requise. En revanche, il va falloir venir à l'hôpital pour obtenir la délivrance du traitement Mmh. et puisqu'il faut venir à l'hôpital pour obtenir la délivrance du traitement, c'est plutôt une bonne idée de faire la première administration en milieu hospitalier. Ça ne veut pas dire forcément en hospitalisation, mais en milieu hospitalier. Ça va permettre, aux infirmières qui ont été formées à l'utilisation du matériel de faire la démonstration et d'éduquer le patient. Et puis ça va permettre de faire la première injection, dans un milieu, on va dire, sûr, et d'observer pendant quelques dizaines de minutes après l'injection que tout se passe bien. D'accord. Merci docteur Houillet. Je passe la parole à Joanne. Oui, et on va continuer sur le volet administration et conservation. Et pour commencer, la première question, quelle est la posologie recommandée pour le Yorvipath? Alors, la posologie d'un médicament, elle dépend toujours de chacun, donc elle va être adaptée à chacun. Mais ce qui est recommandé pour le début du traitement, c'est d'attaquer à une dose de 18 microgrammes. Pour ceux qui connaissaient peut-être le Forsteo, qui ont connu l'utilisation de Forsteo ou du tériparatide, les doses qui étaient utilisées étaient plutôt de l'ordre de 20 microgrammes et on adaptait de 20 en 20. Là, ici, avec le Yorvipath, on va avoir la possibilité de faire des adaptations un peu plus fines et on va passer de 18 microgrammes et petit à petit, on va adapter par des doses de 3 microgrammes au fur et à mesure. OK. Et le Yorvipath, c'est des comprimés, des injections? C'est sous quel mode? C'est un stylo, exactement comme ce qui existait pour le Forsteo. Donc, celles et ceux qui connaissent le Forsteo, ça sera assez proche, avec une injection qui va être sous-cutanée, qui peut être fait facilement soi-même.
Et dedans, il va y avoir plusieurs différentes tailles de stylos en fonction des posologies qu'on va avoir, puisque pour ceux qui vont avoir besoin de grosses doses, il y aura des formes avec de stylos spécifiques. Vous parliez des personnes qui sont sous Forsteo, où il peut y avoir plusieurs injections par jour. Ça va être le cas aussi pour le Yorvipath? Alors, pour le Yorvipath, l'idée, c'est que c'est un médicament qui a une plus longue demi-vie, comme l'expliquait Élise un petit peu plus tôt, et donc d'avoir une seule injection. Donc, dans les études, les patients ont une seule injection, mais il peut y avoir, pour certains patients qui ont besoin de fortes doses de Yorvipath, on peut être amené à avoir 2 injections en même temps. Donc, on peut avoir 2 stylos et faire 2 fois l'injection. Ok. Il se conserve au frais ou à température ambiante? Alors, ce qui est recommandé, c'est que quand on va chercher son médicament, qu'on va le récupérer, qu'on va le stocker pendant plusieurs semaines, c'est de le garder au frigo. En revanche, une fois qu'on sort son stylo pour pouvoir l'utiliser tous les jours, se faire une injection par jour, il n'y a pas besoin de l'avoir au frigo. Alors, dans des limites de température, parce que si vous habitez plutôt dans le nord-est, eh bien, vous allez avoir des températures qui vont peut-être varier parfois l'été de façon importante, mais si vous êtes vraiment que vous vivez en Corse, peut-être qu'il faudra faire un peu plus attention l'été. Si vous dépassez les 25 degrés, c'est moins stable. Et donc, il faudra penser peut-être à le remettre au frigo. Mais sinon, il peut être transporté à température ambiante. D'accord. Et je peux aller à l'autre bout du monde avec mon Yorvipath? Alors, le produit peut être transporté à l'autre bout du monde sans aucun souci. Une des particularités qu'il y a, mais c'est exactement la même chose pour du Forsteo, de l'insuline ou autre, c'est que si vous prenez par exemple l'avion, vous allez vous trimballer avec des aiguilles qui sont des objets tranchants, donc il faudra que vous justifiez au passage des frontières que vous ayez ça. Donc il faudra demander à votre médecin, et là ça peut être votre médecin traitant ou votre médecin spécialiste, un certificat médical en français et en anglais qui vous accompagnera pour justifier que vous avez besoin de ce traitement et que vous ne pouvez pas vous en passer. Ok. Est-ce qu'il faut modifier son alimentation avec ce nouveau traitement? Alors, l'alimentation, c'est indispensable dans le traitement de l'hypoparathyroïdie de toute manière. Donc, il faut connaître son alimentation, connaître ses apports en calcium, ses apports en sel, ses apports en protéines animales, ça c'est important. Mais l'utilisation du Yorvipath en lui-même ne modifie pas grand-chose. On va trouver son équilibre avec votre alimentation et donc on adaptera la posologie à votre équilibre. Donc, il faut surtout avoir un maximum des apports relativement stables dans le temps pour qu'on puisse faire les bonnes adaptations. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment en particulier pour faire l'injection de Yorvipath? Alors, un moment en particulier, j'imagine, dans la journée. Dans la journée. Donc, on a dit que c'est plutôt une fois par jour que ça va se passer. Le moment de la journée, ça peut être choisi par chacun, chacune, en fonction de son rythme de vie. Cela dit, comme l'expliquait Pascal tout à l'heure, la première injection va avoir lieu à l'hôpital et vous savez qu'à l'hôpital, on a un rythme qui est très particulier. On aime bien faire venir les gens le matin et donc probablement la première injection aura lieu le matin. Mais petit à petit, il est possible de décaler pour aller vers le midi ou l'après-midi ou le soir, si c'est ce qui arrange plus les patients. Donc ça, il faut en discuter avec votre médecin pour qu'on puisse adapter petit à petit sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour se remettre au rythme de chacun. Ok. Merci, docteur Bertocchio. Je passe la main à Christelle. Nous allons maintenant nous intéresser à l'efficacité au suivi du traitement. Un patient qui démarre son traitement par Yorvipath peut-il espérer observer des premiers effets au bout de combien de temps? Alors, comme on l'a dit, précédemment, le Yorvipath, c'est une molécule qui va avoir une durée d'action plus longue que, les traitements, usuels utilisés par le patient. Donc, les premiers effets, le moment d'équilibration du traitement, le début de l'équilibration est estimé à 1 semaine. Alors, les premiers effets auront probablement lieu très précocement dans les premières heures, mais pour ressentir les effets du traitement, ce sera un peu plus long. En tout cas, il y aura des adaptations à faire qui seront, progressives dans ces délais-là. Est-ce que dans ces adaptations sont concernées les prises de 1-alpha et de rocaltrol, de calcium? Et est-il envisageable de pouvoir complètement interrompre ces autres médicaments en plus du Yorvipath?
Alors, en effet, tout à fait. Les adaptations concernent notamment, les prises de 1-alpha, drogaltrope de calcium. Ces traitements dans, les études qui ont été réalisées sur le médicament, l'objectif principal était de les stopper. Ce qu'on a comme données, concernant, l'arrêt de ces médicaments, c'est qu'un certain nombre de patients arrivaient à les stopper complètement, mais pas tous les patients. Donc, ça sera un objectif, mais, on sait que ça ne sera pas tout le monde. En tout cas, les doses pourront être réduites pour la plupart des patients et stoppées pour certains. D'accord. Comment, vous allez surveiller l'efficacité de ce traitement chez les patients? Alors l'élément principal, d'efficacité et de suivi du traitement, ce va être des éléments sur la qualité de vie, qui est, un élément, important pour le suivi, du traitement par Yorvipath. Donc dans ce contexte, il y aura, des questionnaires de qualité de vie à remplir et à réévaluer de manière fréquente, avec notamment le questionnaire dédié à la qualité de vie dans l'hypoparathyroïdie qui est développé en français, qui est l'HPQ-28, qu'il faudra pouvoir réaliser de manière fréquente pour voir, le bénéfice de ce traitement. Quel suivi, clinique, biologique et éventuellement d'imagerie seront nécessaires pendant la durée du traitement? Alors, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que, bien évidemment, il va y avoir un suivi à réaliser, pour le suivi du traitement. Mais alors ce suivi, il ne sera pas forcément différent du suivi réalisé usuellement dans le suivi de l'hypoparathyroïdie et du suivi des patients qui pouvaient avoir du tériparatide précédemment. Donc, ça sera, bien évidemment des choses à discuter avec votre médecin référent et qui seront des éléments, cliniques, biologiques et d'imagerie usuels, lors du traitement et du suivi d'une hypoparathyroïdie, sans qu'il y ait des éléments spécifiques dédiés au Yorvipath. Ouais, d'accord. Ces questions étaient élaborées suite, à des questionnements faits à nos adhérents à l'association et ils ont été plusieurs à craindre une éventuelle hypocalcémie grave dans les débuts du traitement. Que peut-on leur dire pour les rassurer, et pour leur assurer qu'on va tout faire pour éviter, ce désagrément, si je puis dire? Tout à fait, c'est plus qu'un désagrément en effet. C'est en effet une crainte qu'on peut avoir, quand on fait un changement de traitement, chez des patients qui, sont porteurs d'une hypoparathyroïdie. Le principal élément qui va permettre d'éviter la survenue d'une hypocalcémie grave et symptomatique, ça va être, justement la prudence dans, l'adaptation des traitements et notamment, dans les formes actives de la vitamine D, avec une baisse qui sera progressive et le plus progressive et adaptée, aux données biologiques et aux données cliniques, progressivement sur l'ensemble du suivi. Très bien, merci. Nous allons poursuivre, sur les effets secondaires possibles et les interactions. Alors, en effet, les effets secondaires, c'était, beaucoup de retours sur ces questions. Quels sont, les effets secondaires possibles avec Yorvipath, du coup? Alors, c'est une question bien naturelle. Alors, il y a un effet secondaire qui est quasiment automatique, qui est une petite réaction au point d'injection. Cette réaction se présente sous forme d'une rougeur de quelques centimètres de diamètre et elle n'a pas de caractère de gravité en tant que telle. Donc il ne faut pas vous alarmer, ça a été décrit chez à peu près tous les gens. Et quel que soit le site d'injection, peut-être qu'on parlera des sites d'injection après. Une question qu'on peut, enfin un effet secondaire qu'on peut craindre avec absolument tous les médicaments sont les réactions allergiques. Il n'y a pas vraiment eu d'allergie documentée qui ait été décrite avec le tériparatide, quelle que soit la forme sous laquelle il était commercialisé. Et en fait, le tériparatide, c'est le fragment d'une hormone naturelle. Donc la plupart des patients
ayant une hypoparathyroïdie ont déjà rencontré cette molécule, en particulier quand ils avaient des parathyroïdes qui fonctionnaient bien. Donc la possibilité de développer une allergie vis-à-vis d'une molécule naturelle, elle est faible. Cela étant, on ne peut pas exclure que ça arrive de manière exceptionnelle, et il faut sûrement prévenir votre médecin si vous avez l'apparition de boutons diffus, une démangeaison sur l'ensemble du corps, de difficultés à respirer, d'hypotension, etc. Et puis après, il y a des choses qui ont été assez régulièrement décrites avec le tériparatide, qui sont des effets qui tiennent à l'action du tériparatide sur les vaisseaux. Le tériparatide a tendance transitoirement à provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation, une augmentation du diamètre des vaisseaux. Et ça peut se ressentir sous forme de bouffées de chaleur, sous forme de rougeur, sous forme d'une baisse transitoire de la pression artérielle. Et ça passe habituellement en quelques minutes. Ok, merci. Professeur Rouillet, vous pourriez nous dire s'il y a des interactions possibles avec d'autres médicaments et le Yorvipath? Alors, a priori, rien de très nouveau par rapport à ce qu'on connaît déjà, en particulier avec le tériparatide. En fait, les interactions les plus évidentes sont celles qui existent avec les autres traitements qui peuvent faire varier la calcémie. Alors, vers le haut, c'est les dérivés de la vitamine D, le alpha, le rocaltrol et la prise de calcium. Et puis vers le bas, c'est tous les médicaments qui vont interférer avec l'absorption intestinale du calcium, en particulier les corticoïdes, en particulier les antisécrétoires gastriques, l'oméprazole et tous les dérivés. Donc ça, c'est des choses que de toute façon, on va surveiller, parce que c'est des choses qu'on surveillait déjà. Mais a priori, rien de très nouveau à attendre par rapport à ce qu'on connaissait déjà avec le tériparatide. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour ce traitement? Ou plutôt, quelles sont les contre-indications pour ce traitement? Alors, les contre-indications, il y a l'âge pour l'instant, puisqu'il n'est pas administrable chez le sujet de moins de 18 ans. Il n'y a pas d'expérience chez la femme enceinte. Donc, je ne sais pas si c'est une contre-indication, mais pour l'instant, c'est en tout cas une indication à réfléchir. Une contre-indication classique, c'est la coexistence de tumeurs osseuses. Donc, on va considérer que l'existence de tumeurs osseuses est une contre-indication avant d'en savoir plus. Et puis, évidemment, s'il y a une allergie documentée aux produits qu'on utilise, mais je parle bien d'allergie documentée, ça devient une contre-indication. Et je rajouterais que, à mon avis, l'hypercalcémie est une contre-indication à l'utiliser sans réfléchir. Bien sûr. Quels sont les risques de surdosage avec le Yorvipath? Les mêmes qu'avec le tériparatide. Donc le principal risque de surdosage, c'est d'induire une hypercalcémie. C'est la raison pour laquelle, au début de traitement, la surveillance à la fois des signes cliniques, mais aussi de la calcémie va être rapprochée, de manière à pouvoir faire les ajustements de dose des médicaments accompagnants. Et pour revenir sur ce que disait Élise, la décroissance qui va devoir être ni trop rapide, ni trop lente, des dérivés de la vitamine D actifs et des suppléments en calcium. Ok.
Une dernière question. Certains de nos adhérents se sont posé la question, est-ce que le Yorvipath a des effets sur les os, comme le Forsteo, entre autres? Alors, encore une fois, c'est la même molécule qui va être libérée. Alors, elle ne va pas être libérée avec la même cinétique, c'est-à-dire que le pic précoce est relativement bref de tériparatide qu'on observe quand on utilise le Forsteo et tous les médicaments qui sont uniquement composés de tériparatide. On ne va pas le voir avec le Yorvipath. Et les effets osseux sont quand même très très dépendants de la cinétique de variation de l'hormone. Cela étant, dans les études qui sont disponibles, avec le traitement par Yorvipath, on voit une augmentation des indices du remodelage osseux, donc le métabolisme osseux redevient normal, et la densité minérale osseuse, qui a tendance à devenir élevée au cours des hypoparathyroïdies, elle aussi se rapproche de la normale en cours de traitement. Mais ça, ce sont des phénomènes qui sont relativement lents. Il va falloir des semaines, voire des mois pour les observer, pour ce qui concerne la densité minérale osseuse, par exemple. Et donc, ça va faire partie de la surveillance, évidemment. Ok, merci professeur Houillet. On va passer maintenant aux comparaisons avec d'autres traitements et je vais vous laisser avec Florence. Merci. Oui, la comparaison avec d'autres traitements et aussi la comparaison par rapport aux différents types d'hypoparathyroïdie. En fait, il y a beaucoup de nos adhérents qui voulaient en savoir plus et savoir si le Yorvipath est adapté à tous les types d'hypoparathyroïdie. Alors, merci pour la question parce que ça veut dire qu'on considère qu'il y a différents types d'hypoparathyroïdie et en fait, moi, dans ma pratique, je dirais qu'il y a presque autant d'hypoparathyroïdie qu'il n'y a d'hypoparathyroïdiens. Mais si on garde les grandes distinctions classiques, je pense que vous faites allusion au fait d'avoir eu une hypoparathyroïdie à cause d'une chirurgie du cou versus les autres patients qui auraient une hypoparathyroïdie soit idiopathique, soit congénitale parce qu'il y a une anomalie génétique associée. Dans les études, en fait, tous les patients pouvaient être inclus, donc il n'y a pas de spécificité pour l'une ou l'autre. Et en pratique, dans l'utilisation qu'on a par exemple du tériparatide, du Forsteo à l'heure actuelle, on a aussi bien des patients qui ont des formes post-chirurgicales que des patients qui ont des formes génétiques. Une des particularités à avoir en tête, c'est que tous les patients n'ont pas zéro sécrétion résiduelle de leur hormone. Donc, vous savez, l'hypoparathyroïdie, c'est le fait d'avoir une sécrétion insuffisante d'hormones parathyroïdiennes, notamment parce qu'on a eu une chirurgie du cou qui a retiré des glandes. Mais parfois, il en reste encore un petit peu. Même dans les formes chirurgicales, il peut en rester un peu. Et dans les formes génétiques, il peut en rester même parfois de façon relativement importante. Mais ce n'est pas parce qu'il en reste encore qu'on peut mesurer que le traitement ne sera pas efficace. Donc en fait, le traitement, il est efficace chez les patients qui ont une hypoparathyroïdie, quelle qu'en soit la cause. Ok, merci. Et par rapport au traitement actuel, par exemple le calcium médicamenteux, le Forsteo, la vitamine D3, quels sont les bénéfices attendus du Yorvipath? Alors, les bénéfices attendus, et même ceux qui sont démontrés et qui n'ont pas été, qui n'ont pas été aussi bien démontrés dans les autres médicaments, c'est un effet sur l'amélioration de la qualité de vie. C'est ce que disait Élise tout à l'heure, il y a besoin de suivre la qualité de vie. La qualité de vie, c'est compliqué à mesurer puisque si on se demande à chacun quelle est sa propre qualité de vie, on a chacun notre vision de notre propre qualité de vie, mais il y a des façons de la mesurer de façon quasiment aussi précise que ce qu'on mesure une calcémie. Et ça, pour ça, on a besoin d'avoir un questionnaire. Il y a un questionnaire qu'on a d'ailleurs validé avec l'association Hypoparathyroïdisme France, qui s'appelle le HPQ28. C'est ça qu'on va essayer d'améliorer le plus. Et le Yorvipath, lui, a montré une amélioration de la qualité de vie. Alors, pas sur ce questionnaire-là en particulier, puisqu'il utilisait un questionnaire en anglais qui s'appelle le HPES, mais qui est assez proche de celui-ci. Dans les objectifs, c'est vraiment d'essayer d'améliorer cette qualité de vie là, puisque je pense que ceux qui vont nous écouter là, c'est probablement un de leurs objectifs aussi à eux de se dire je me sens mieux. Mais avant d'arriver à ce je me sens mieux,
il y a d'autres étapes qu'on peut mesurer. Donc, plus facilement, est-ce que nous, médecins, on mesure de façon facile, c'est la calcémie, mais aussi le calcium dans l'urine, la calciurie qu'on va essayer aussi de contrôler. Pascal parlait de remodelage osseux, mais il y a des marqueurs de remodelage osseux qu'on va essayer aussi de contrôler. Et puis, on va essayer de voir ensemble à diminuer les autres médicaments. Donc, l'objectif peut être complètement d'arrêter le calcium et le 1-alpha ou l'eurocoltrol. Ça doit être tout ça, des objectifs combinés, en se disant que probablement l'objectif principal, ça va être d'améliorer la qualité de vie. Arrêter ces traitements avant de commencer l'Yorvipath? Alors, non, je pense qu'il ne faut pas tout arrêter et passer d'un coup à l'autre. On est dans une maladie qui est chronique, qui dure pendant des années, voire des décennies. Donc les adaptations, elles doivent être faites de façon relativement douce. Donc on va recommander, notamment si on passe d'un traitement actuel, par exemple par Forsteo teriparatide vers le Yorvipath, là pour le coup on va faire un arrêt d'un jour sur l'autre. Donc la veille, vous recevez votre Forsteo et le teriparatide, le lendemain ça sera le Yorvipath. D'accord? Et on ne reprend plus le Forsteo ou le teriparatide. En revanche, pour les autres médicaments, si c'est de la vitamine D native, comme de l'UV-dose ou du Zimadé, si c'est du calcium, si c'est de la vitamine D active comme du 1-alpha ou du Rocaltrol, on va avoir tendance à diminuer un petit peu avant d'attaquer le Yorvipath. Mais si vous étiez déjà sous teriparatide, moi j'aurais tendance à dire d'abord, on va passer du teriparatide vers le Yorvipath. Et puis après, on continuera à faire les adaptations de médicaments en les diminuant petit à petit. Ça va prendre plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pour trouver la nouvelle adaptation. Mais c'est la prise en charge normale de l'hypoparathyroïdie, de pouvoir de s'adapter, de trouver le traitement minimal efficace à chaque fois. D'accord, merci beaucoup, docteur Vertocchio. Je passe la parole à Joanne, qui va nous parler Merci, des Florence. spécificités liées aux Tout à patients. fait. Ok. Alors, sujet déjà abordé, mais on va reposer la question. Le Yorvipath est-il adapté aux enfants et adolescents? Alors, pour les spécificités liées aux patients, notamment aux enfants et aux adolescents, malheureusement, comme on l'a dit, précédemment, les études, comme souvent, finalement dans les études cliniques, elles sont intéressées uniquement aux adultes, donc aux patients âgés de plus de 18 ans. Donc on n'a aucune donnée concernant ces patients et pour l'instant, il n'est pas, disponible pour ces patients. Ok. Peut-on prendre le Yorvipath pendant la grossesse ou l'allaitement? Alors de même, pour l'instant, on n'a pas de données, dans ces conditions. Donc pour l'instant, ça n'est pas recommandé non plus pendant cette période-là. Ok. Et peut-on le prendre en cas d'insuffisance rénale ou hépatique? Alors, dans les études, ce qui a été étudié, ce sont des patients alors concernant l'insuffisance rénale et qui était limitée aux patients qui avaient donc un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 ml/minute. Nous n'avons pas de données donc concernant les patients avec des DFG inférieurs à 30 ml/minute et nous n'avons pas de données non plus spécifiques chez les patients avec une insuffisance hépatique. D'accord. Est-ce qu'il peut affecter la fertilité? Donc, c'est une très bonne question. Concernant la fertilité, pour l'instant, on n'a pas eu de retour, concernant les données de fertilité. Dans les modèles précliniques, il n'y avait pas non plus d'arguments, pour une atteinte de la fertilité, mais, ça sera des données à plus long terme qu'on pourra obtenir, dans plus longtemps. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données concernant ces différents points qu'on vient d'envisager. Le Yorvipath est-il envisageable pour des patients symptomatiques avec une calcémie haute? Alors concernant, le Yorvipath, comme on l'a dit précédemment, c'est, l'objectif principal de ce traitement, c'est, de le recommander pour les patients atteints d'hypoparathyroïdie insuffisamment contrôlés par le traitement conventionnel. Donc c'est clairement des patients qui peuvent être la cible de ce traitement puisque finalement ils sont insuffisamment contrôlés puisque symptomatiques, avec une calcémie haute ou normale, ils sont complètement éligibles à ce traitement. D'accord. Et enfin, est-ce qu'on peut envisager le Yorvipath pour des patients qui ont eu une contre-indication au Forsteo?
Alors, en effet, je pense que, pour ces patients, on va, probablement, évaluer les cas, au cas par cas et à évaluer avec, leur médecin référent. La seule contre-indication absolue qui me semble, finalement, ça serait des patients qui auraient eu une allergie vraie documentée au Forsteo, puisque, le tériparatide est une partie, heu, du Yorvipath, du Palopec tériparatide. Donc en cas d'allergie vraie documentée, il me semble déraisonnable de leur, indiquer, de prendre du Yorvipath. Mais en dehors de cette situation, je pense que ce sera envisageable. Ok, merci docteur Bouderlic et je passe la main à Christelle. Nous allons maintenant nous intéresser aux procédures et accès au traitement. Il y a probablement des contraintes administratives pour l'accès au traitement via l'accès précoce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure que vous allez devoir suivre ainsi que le patient? Alors, la démarche est que le médecin qui veut prescrire le Yorvipath doit en faire la demande via un site dédié auprès du laboratoire qui délivre le médicament, enfin qui le fabrique. Et c'est le laboratoire a l'obligation de vérifier qu'on est bien dans les conditions de délivrance. Ces conditions ne sont pas très nombreuses, en fait. C'est en gros de vérifier qu'il s'agit d'une hypoparathyroïdie chronique de l'adulte non contrôlée. Et c'est ça qui va déclencher la livraison du Yorvipath à la pharmacie hospitalière du prescripteur. Et une fois que le médicament aura été délivré à la pharmacie du prescripteur, la mise en route du traitement peut avoir lieu, puisque la première administration peut être faite au patient qui vient de se procurer à la pharmacie de l'hôpital le médicament en question. Donc tout ça prend quelques jours. Je ne peux pas dire demain je vais débuter un traitement par Yorvipath si je fais la demande aujourd'hui sur le site qui normalement devrait ouvrir dans la journée. Oui. Comment se déroule ensuite la délivrance hospitalière du traitement pour les autres seringues, les autres stylos, hormis le premier qui du coup doit être retiré à la pharmacie de l'hôpital du prescripteur? Alors pour l'instant, tous les stylos devront être retirés dans une pharmacie hospitalière. Un point sur lequel on a beaucoup insisté auprès du laboratoire, c'est la nécessité de ne pas rendre la vie des gens impossible et qu'ils aient accès au Yorvipath dans la pharmacie hospitalière la plus proche de leur domicile. Oui. Ce qui veut dire qu'il va devoir se mettre en place des communications entre la pharmacie hospitalière initiale, de délivrance initiale, et la pharmacie hospitalière qui va prendre le relais pour la délivrance du médicament. Et a priori, pour ce que j'ai compris, pour l'instant, les doses qui seront délivrées dans chaque pharmacie hospitalière, que ce soit l'initiale ou celle de proximité, alors qui peut aussi être la même d'ailleurs, c'est 1 mois de traitement. Très bien. Donc, faut s'attendre à retourner à la pharmacie tous les mois, quoi. Chose qui est déjà faite pour nos traitements actuels, à part que c'est pas une pharmacie hospitalière. Ça reste, c'est une seconde pharmacie, oui. Nous avions également une question sur la disponibilité du traitement hors centre de référence. Elle a déjà été abordée auparavant, mais on peut peut-être la reprendre. Est-ce que ce traitement peut être disponible en dehors des centres de référence maladies rares?
Alors, je fais la même réponse. Oui. Il est disponible à l'hôpital. Il doit être prescrit par un endocrinologue, un néphrologue et un rhumatologue hospitalier à ces conditions-là, et en suivant la procédure de demande d'accès précoce. Et à ces conditions-là, il peut être disponible en dehors des centres de référence, centres de compétences. Et je fais le même complément de réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en pratique, en tout cas pendant les premières semaines, voire les premiers mois, j'en sais rien, c'est quand même surtout dans les centres de référence et compétences que les choses vont se passer. Mais c'est pas une obligation. Très bien. Nous avons eu pas mal de questions aussi d'ordre pratico-pratique sur cette date de délivrance mensuelle dans les pharmacies hospitalières. Est-ce qu'il y a une certaine souplesse de quelques jours pour pouvoir récupérer le prochain stylo? Imaginons un patient qui démarre mi-octobre son traitement, il va avoir 28 jours de traitement. Est-ce qu'il est obligé de se présenter à la pharmacie hospitalière le 13 novembre ou est-ce qu'il peut anticiper de quelques jours cette délivrance? Est-ce que les conditions de délivrance sont plus souples que dans une officine de ville? Alors j'espère que oui. Ça fait aussi partie des choses qu'on a demandé au laboratoire. Si je prends l'exemple local, la pharmacie de la HEGP et les pharmaciens de la pharmacie de la HEGP ont bien compris qu'il était important de se mettre rapidement en contact avec les pharmacies de proximité, toujours hospitalières, de manière à fluidifier le circuit. Avec cet objectif de trouver un peu de souplesse dans la délivrance du médicament et que ce ne soit pas le jour même que le médicament soit accessible, mais qu'il puisse l'être quelques jours avant. C'est des circuits qui vont se mettre en place. Oui. Pour l'instant, ils n'existent pas. Donc, j'espère que les choses vont se passer au mieux, mais il va y avoir une période de rodage. Hein. Oui, et le fait de poser la question permet aussi de pouvoir anticiper ces questions-là Ouais. avec les pharmacies. Et, alors, oui. Tout à fait. Moi, je conseillerais à toutes les patientes et tous les patients, en particulier qui vont changer de pharmacie de délivrance, de prendre contact avec la pharmacie assez tôt, en disant, voilà, je suis sous traitement par Yorvipath, on est dans le cadre d'un accès précoce, vous avez dû être prévenu par la pharmacie de délivrance initiale, j'attends la suite de mon traitement pour telle date, quand est-ce que je peux venir le chercher? Oui. Il y avait aussi des questions sur comment faire pour anticiper un éventuel problème technique avec un stylo. Et certains patients se sentiraient rassurés d'avoir quelques doses d'avance, mais est-ce Alors, que ça pourrait être possible? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Nous, on l'a posée puisque on a compris que ça pouvait être un événement. Le défaut technique du stylo, et que le meilleur moyen de faire face à un défaut technique de stylo est d'avoir rapidement accès à un stylo de rechange. Donc, on a dit ça clairement au laboratoire en signifiant que c'était une préoccupation et on attend leur réponse. D'accord. Et on ne doit pas oublier non plus nos patients qui habitent loin de l'Hexagone et qui vivent soit aux Antilles, soit sur l'île de la Réunion, soit même jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que eux peuvent espérer pouvoir bénéficier de ce traitement au niveau livraison et en imaginant qu'ils soient rattachés à un centre de référence en France métropolitaine? Comment, est-ce que vous savez si ces choses-là sont déjà pensées ou
réfléchi. Et n'oublions pas la Polynésie française. Et oui. En tout cas, nous, on y a pensé. Donc, on leur a posé la question au laboratoire en disant que la France, c'est pas seulement le territoire métropolitain, mais c'est tout le reste. J'ai des expériences de patients qui vivaient en Polynésie avec un traitement par tériparatide et avec un circuit qui s'était mis en place. Donc, il y a des pharmacies hospitalières. En Polynésie, il y en a évidemment aux Antilles, il y en a à La Réunion, etc. Pas sûr qu'il y en ait en Terre Adélie, mais ça concerne peu de monde, la Terre Adélie. Et donc, je ne vois pas de bonne raison pour que ces circuits-là ne se mettent pas en place non plus. Tout à fait, oui. On va passer. Mais la balle est dans le camp du laboratoire. Oui. Il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour que ça s'organise que quand on est centré sur Paris. Nous allons aborder la dernière partie des questions sur tout ce qui concerne le coût et le remboursement. Et je passe la parole à Florence. Merci Christelle. Beaucoup d'adhérents se demandaient s'il fallait être en ALD pour bénéficier du traitement. Alors, heureusement que non, puisque ça, c'est pas à l'association que je vais vous dire ça, mais malheureusement, tous les patients avec hypoparathyroïdie ne sont pas reconnus en ALD. Donc non, la condition nécessaire, c'est d'avoir une hypoparathyroïdie qui nécessite le traitement, mais pas pas avoir une ALD. Mais ce traitement sera remboursé. Alors, il faut avoir en tête qu'on est dans une phase un peu particulière du médicament, puisque là, on rentre à partir d'aujourd'hui, 15 octobre, on rentre dans une phase qu'on appelle l'accès précoce, c'est-à-dire que, et c'est un mécanisme très spécifique à la France, où l'État a autorisé la mise à disposition du médicament par le laboratoire, avec pour l'instant un tarif qui est discuté uniquement entre l'État et le laboratoire, et ça sera pris en charge dans ce cadre-là. Il va y avoir une deuxième étape qui va être la discussion du prix et de retour à ce qu'on appelle du droit commun, c'est-à-dire le remboursement normal des médicaments comme vous avez l'habitude de l'avoir, qui devrait arriver probablement d'ici à peu près une année. C'est ce qu'on peut anticiper, c'est le circuit habituel. Et dans l'intervalle, il y aura une discussion entre une commission spécialisée au ministère qui s'appelle la commission d'évaluation des produits de santé et le laboratoire pour qu'il détermine à quel prix définitif le médicament sera commercialisé et aussi les conditions définitives de commercialisation. Donc là, on parlait de délivrance à l'hôpital, mais est-ce que ça sera dans les pharmacies de ville, après, plus tard, etc. C'est à ce moment-là qu'on le saura quand tu auras eu cette étape-là. Et c'est à ce moment-là qu'on saura aussi quel est le taux de remboursement par la sécurité sociale. Mais il est assez probable que ce médicament puisse faire partie d'un remboursement important et que le reste à charge pour les patients soit quasiment ramené à zéro, et notamment pour ceux qui ont une complémentaire santé, qu'il soit à zéro. Et donc, pour avoir cette prise en charge de la sécurité sociale, essentiellement, est-ce qu'il faudra une ordonnance exceptionnelle? Alors, pour l'instant, le parcours, c'est celui qu'a expliqué Pascal. Le parcours pour avoir accès aux médicaments à partir de maintenant, dans le cadre de l'accès précoce, c'est un parcours un peu particulier, puisqu'il y a une demande d'autorisation préalable qui est faite par le médecin qui va le prescrire, qui en fait une demande auprès du laboratoire, qui va le mettre à disposition, et après, il y aura une ordonnance sécurisée pour le prescrire auprès de la pharmacie hospitalière. Dans la deuxième phase, lorsque le médicament aura un prix et une commercialisation un peu plus normale, il n'y aura pas besoin, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin d'avoir un accord préalable pour prescrire le médicament, et il faudra qu'il y ait une ordonnance, qui sera une ordonnance, alors pas sécurisée, mais qui sera une ordonnance spéciale, qui est la même ordonnance que ce qu'on utilise par exemple pour le Forsteo, le tériparatide à l'heure actuelle. Qu'on appelle une ordonnance d'exception? Et une ordonnance de produit d'exception, exactement. D'accord.
Merci beaucoup. On n'a pas précisé ALD, affection de longue De durée. longue durée. Exactement. Qui est un débat pour l'hypoparathyroïdie, puisque les patients post-cancer sont relativement facilement reconnus comme en ALD, mais les autres formes, non, pas Effectivement, forcément. oui, ne sont pas reconnus. Donc, voilà, un gros débat. Merci. Cette session de questions-réponses sur le Yorvipath est maintenant terminée. Merci aux adhérents d'Hippopara France pour leur participation active et pour la qualité de leurs questions. Nous espérons que cette session vous a permis d'éclaircir certaines interrogations concernant le traitement Yorvipath et que vous repartez avec des informations utiles pour mieux comprendre votre prise en charge. Un grand merci également à nos médecins invités, le professeur Pascal Houillet, le docteur Jean-Philippe Bertocchio, le docteur Élise Boudervic, pour leur disponibilité et leur expertise précieuse. Vos explications ont apporté une grande valeur et nous sommes très reconnaissants pour le temps que vous avez consacré à répondre à nos adhérents. Nous remercions aussi les docteurs Figuère, Gander et Berthois qui n'ont pu être présentes pour ce webinaire. Et enfin, encore merci à tous pour votre engagement et votre confiance et à très bientôt pour de nouvelles actions ensemble. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous.